Bonjour à tous, je suis Franck Sebag et je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast qui cherche à mieux comprendre comment se construisent les plus belles histoires de la French Tech. Si nous nous intéressons à ces histoires, c'est qu'elles ne sont pas le fruit du hasard. Elles naissent d'une alchimie complexe où se mêlent des idées, de la chance, du courage, du talent. Ce sont des aventures humaines où le sentier passe parfois par des hauts, parfois par des bas, et le sommet s'atteigne en équipe. Toutes sont uniques et toutes sont riches d'enseignements. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Duep, fondateur d'Alchemy, entrepreneur brillant qui vivait dans une hypercroissance permanente. Le 9 mai 2021, il subit un violent arrêt cardiaque de 53 minutes et réchappe de peu à la mort. Cet événement est le début d'une prise de conscience et la nécessité de lever le pied. Nicolas a complètement changé sa vie à la suite de cet accident, ainsi que son rapport au travail et à la réussite. Que pense-t-il aujourd'hui du mythe de l'entrepreneur invincible? Comment gérer le nawat qui arrive toujours après le gros fast? Quels conseils tire-t-il de son expérience? Nous explorerons ces questions avec Nicolas au cours de cet épisode. Vous écoutez Gros Fast Nawat, le podcast qui donne la voix aux acteurs de la French Tech. Bonjour Nicolas. Bonjour Franck. Bon, très heureux de te recevoir dans cet épisode un peu particulier puisqu'on a beaucoup échangé avec des entrepreneurs qui étaient complètement dans l'hypercroissance. Et avec toi, on va explorer aussi une voie qui est différente de l'après-hypercroissance et on va y revenir. Déjà, peut-être pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous raconter ton parcours? Je suis Nicolas Duep, j'ai 48 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants et j'ai un parcours effectivement dans la tech, dans les médias de la tech depuis 20 ans, avec plusieurs sociétés, notamment une Selfish qui a été une 0 à 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui était dans les contenus pour mobile quand on avait la vision avant les apps, qu'un jour il y aurait plus de gens connectés au téléphone portable sur Internet que sur le PC. Et la dernière, Alchemy, qui est une plateforme de vidéo streaming thématique qu'on a passé de 0 à 35 millions d'euros de chiffre d'affaires et que j'ai eu le plaisir d'introduire en bourse en novembre 2020 sur Euronext Growth. Donc une carrière riche, 20 premières années en hypercroissance. Donc tu faisais partie de ces voix de la French Tech avec qui on a beaucoup interagi. Peut-être revenir sur cette expérience Selfish. Donc, comme tu le dis, tu es en pleine hypercroissance. C'est une entreprise qui a compté plus de 200 personnes. En 2015, process de LBO, tu reprends cette boîte. C'est ça, c'est qu'en fait, à un moment donné, avec le développement de l'iPhone et des applications, nous, on était plutôt dans le monde du télécom. Il a fallu réinventer la boîte. Enfin, en tous les cas, ce qui avait fait notre croissance a disparu du jour au lendemain. Et donc, en fait, j'ai racheté la société en LBO pour pouvoir la faire pivoter et basé sur l'idée que les contenus se vendaient avec de l'abonnement, se vendaient avec des micro-paiements. Qu'on l'avait vu dans le jeu, on l'avait vu dans la musique avec l'essor de Deezer, de Spotify. Il allait se passer la même chose dans la vidéo. Donc, on avait un peu la vision des Netflix et autres plateformes de streaming que tout le monde connaît aujourd'hui. Sauf qu'on n'avait pas les catalogues, on n'avait pas encore la puissance de production de tous ces groupes. Donc, on s'était mis sur de la thématique et on allait voir les grands médias, les influenceurs pour leur proposer l'opportunité de créer leur propre plateforme de vidéos payantes en parallèle de ce qu'ils avaient sur YouTube et de basculer leur trafic. Donc, c'était un moyen de monétisation du trafic. Donc à cette époque, quel est ton rythme de vie? Comment ça commence? Voilà, c'est quoi ton quotidien? Moi, j'aime beaucoup les gens qui aiment tout faire. Tu vois, ceux qui sont avec 2 milliards et qui réussissent, mais qui en fait n'ont pas de vie de perso, rien du tout. À mes yeux, quelque part, ils sont un peu en échec. L'argent fait pas tout. Et donc moi, j'aimais tout faire. J'aimais être un entrepreneur à fond. J'aimais être avec mes enfants. J'aimais ma femme. Et j'aime toujours ma femme. J'aimais surtout aussi beaucoup le vélo. Je fais 12 000 km de vélo par an avec des courses, des compétitions diverses et variées. J'aime le monde de l'entrepreneuriat, donc engagé chez Croissance Plus, au board ou au Galion. Voilà, d'avoir des journées de 7h à 23h assez bien réglées, assez bien organisées. J'aimais pas perdre mon temps et j'aimais que tout ça soit fluide pour être un homme complet et que toutes ces facettes de la vie se nourrissent les unes les autres. Et donc, à l'époque, tu as quand même eu un questionnement sur cette hyperactivité puisque en avril 2020, tu as écrit un bouquin qui s'appelle « Votre énergie inépuisable ». Je crois que l'élément déclencheur, tu viens d'avoir ton 3e enfant et tu te dis, bon, il faut peut-être que je trouve un moyen de
d'optimiser mon temps. Ouais, à 32 ans, mon troisième, il dormait pas. Je m'étais épuisé. On commençait à s'engueuler avec ma femme. Et on venait de lever de l'argent sur Selfish. Et en fait, là, tu te dis, si tout ça finit dans le mur à cet âge-là, ou dès maintenant, tout ça pour ça, quoi. Et en fait, j'ai commencé à réfléchir à comment je pouvais avoir l'énergie de tout faire. Et en fait, votre énergie est épuisable. C'est avant tout un témoignage avec mes petites méthodes, une histoire de pile que tu recharges et que tu décharges, les gens qui te tapent de l'énergie, les gens qui t'en donnent. Et en fait, tous ces flux d'énergie que tu as au sein d'une entreprise qu'on voit jamais, mais qui en fait sont complètement constitutifs de ce que tu appelais le succès d'équipe. Et le bouquin marche très bien d'ailleurs chez tout l'univers des start-upers 20-30 ans parce que on a tous envie de réussir, mais maintenant il y a vraiment une conscience qu'il y a un équilibre pro-perso et c'est pas mal de réponses à cette question. Donc c'est un livre en fait qui est très représentatif de la première quinzaine d'années d'expérience où tout le monde se pose la question de comment tout faire à la fois, être un bon parent, bien travailler, donner de l'énergie. Bon, c'est assez en lien avec ce qu'on peut attendre aussi. On tend dans la French Tech, hein, on a beaucoup de discours qui disent les 10 premières années de votre vie, il n'y a pas beaucoup de questions à se poser, il faut y aller à fond et on verra ce qui se passe à la trentaine pour pouvoir gérer. Dans ton cas, donc on est en avril 2020, tu es dans cette réflexion, tu essayes de tout gérer au mieux, comme toute personne dans ta situation, avec une réussite professionnelle, donc un poste qui est en vue. Tu nous parles de ta passion pour le vélo. Aucune alerte sur ta fatigue à ce moment-là? Non, en fait, j'ai pas eu d'alerte. D'ailleurs, dans le livre, dans le premier, Votre énergie est inépuisable, je parle des signaux faibles, justement, d'être attentif sur ton corps. Ton corps te parle, ton corps t'envoie des signaux. Le problème, c'est d'ailleurs que quand tu as des signaux faibles, c'est qu'ils sont faibles, donc c'est pas très grave, tu peux passer à travers. Mais quand ils deviennent forts, malheureusement, ton niveau de fatigue fait que tu les entends plus, et c'est à ce moment-là que se produit le drame. Et donc, dans mon drame, moi, les 15 jours qui ont précédé, j'ai plein de signaux faibles, qu'on va appeler même des signaux forts. J'ai eu un accident de scooter parce que j'étais pas concentré. Je m'étais engueulé avec ma directrice commerciale qui a une crème ou mon directeur technique que j'avais carrément collé en vacances. Enfin, j'étais aux antipodes du management que je prenais et que j'avais développé ces années précédentes. Parce que le stress, parce que l'IPO, c'est un truc incroyable. C'est la première IPO digitale. Donc, j'ai fait tout ça de ma chambre, en chaussons. Parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque de l'IPO, on était en plein confinement, ce qui est quand même assez incroyable. Voilà, donc j'ai levé 20 millions devant un écran d'ordinateur avec la moitié des gars qui branchaient pas leur caméra. Donc, j'étais en train de convaincre des écrans noirs. Tu pitchais devant des écrans noirs. C'était la première IPO en Teams. Je me suis dit, je suis sorti physiquement indemne parce que j'ai pas eu à me lever à 4h du matin pour faire le roadshow. Mais en fait, je suis sorti psychiquement complètement rincé. C'est la fin du deuxième confinement aussi. Les signaux, ils sont là parce que moi, je suis entrepreneur pour être libre et toute cette période, personnellement, j'ai très mal vécu. Un gouvernement qui nous infantilisait, qui devait t'expliquer s'il fallait ouvrir la porte des toilettes ou pas et comment il fallait disposer Enfin, c'était l'antithèse même de ce que j'avais cherché à faire. Donc, j'ai mal vécu tout ça. Et donc, dans le livre, il y a ces équilibres, construction des équilibres. Et en fait, tout ça, j'ai rompu mes équilibres sans vraiment m'en rendre compte. Et tous les signaux étaient là, mais je les ai pas vus. Donc, on est en fait en période de post-confinement. Donc, on est en mai 2021. Il y a une petite ouverture. Et là, tu as la possibilité d'aller faire un petit tour dans la vallée de la Chevreuse un dimanche matin. Voilà, parce qu'en fait, en 2020, moi, je m'étais entraîné, mais il n'y avait pas eu de course, donc tu t'entraînes. Et donc en 2021, toi, je me suis dit... Tu t'entraînais dans ton salon avec... je faisais du Zwift, comme beaucoup ont dû faire. Et puis après, on a quand même pu reprendre la route. Et là, je me suis dit, en 2021, on va se faire une grosse saison. Et donc là, je pars en vallée de Chevreuse. On est dimanche matin, et puis je rentre pour le déjeuner dominical. Et dans la côte qui se relie Gif-sur-Yvette au plateau de Saclay, côte à 7%, mon cœur à 132, tranquillou, et brutalement, mon cœur s'arrête. Donc, je m'affale sur le rail de sécurité qui est à cet endroit-là. Et en fait, le miracle, c'est que derrière moi, 3 vélos voient que j'ai un problème et qui vont venir me porter secours. Ils sont même pas ensemble. Et c'est un médecin et 2 gendarmes. Donc, ils vont quand même pratiquer immédiatement les gestes de premier secours. Il y a un autre qui va sécuriser la circulation, parce que c'est une route assez passante à cet endroit-là. Puis un autre qui va chercher à savoir qui je suis, parce qu'on ne sait pas qui on est. J'avais pas de carte d'identité sur moi. Et voilà, ils vont masser. Au bout de 25 minutes, les pompiers vont arriver, vont prendre le relais. Au bout de 45 minutes, le SAMU va arriver, va voir que je suis un cadavre et va jouer le tout pour le tout, va faire des injections d'adrénaline à très haute dose. Et 11h53, retour à une sinusoïdale. Et je suis mort pendant 53 minutes, quoi. Donc, choc terrible. Donc, ton cœur continue en fait à marcher, mais ton cerveau, de facto... Alors, en fait, quand tu masses, t'envoies simplement 25% du besoin d'oxygène du cerveau. Donc, en fait, sauver le cœur,
as 3% de chance de sauver le cœur au bout de 9 minutes de massage cardiaque. Ceux qui pratiquent les gestes de premier secours le savent bien. Mais sauver le cœur, à la limite, c'est faisable. Sauver le cerveau, c'est vraiment un autre défi. Faites un exercice d'apnée là et vous regardez pendant 3 minutes, mais au bout de 3 minutes, vous n'hyperventilez pas, vous prenez juste une petite paille pour voir ce que ça fait et vous restez comme ça 53 minutes. Et donc en fait, ça fait des séquelles au cerveau. Et moi derrière, je vais faire pas mal de comas. Je vais, en sortant du coma, faire une rééducation parce que j'ai perdu la parole, j'ai perdu la marche, j'ai tout perdu. Et donc il a fallu que je réapprenne à parler, je réapprenne à marcher. Et ça va revenir avec chance relativement vite, en 5 semaines, avec le même état d'esprit qui m'a emmené dans le mur. Ouais, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que, bon, là, c'est quelque chose qui est quand même incroyable. Donc, ça relève du miracle. Tu tombes, tu es massé avec un temps supérieur à ce que une personne, même moi, j'ai fait ce type de formation. C'est vrai que c'est hyper fatigant. C'est-à-dire que la personne qui était là a tenu 20 minutes à te faire un massage cardiaque, ce qui est incroyable. À l'issue, en fait, de ce coma, tu te réveilles et là, évidemment, tu te dis, il faut que je freine parce que j'ai compris que ma vie allait changer et que c'est un signal qu'on m'envoie. Alors, ça aurait été bien que je réfléchisse comme ça, mais pas vraiment. Je me mets dans l'état d'esprit faut que je rattrape un peu le temps perdu. Moi, comme tu l'as dit, j'adorais ma vie d'avant. Elle est faite de plein de réussites, de plein de rencontres, de plein de joie. Et donc, je voulais absolument retrouver ma vie d'avant. Et donc, c'est avec cet état d'esprit que je vais faire la rééducation. Et en fait, en 5 semaines, je vais vous faire un test d'effort et les cardiologues vont me dire, vous pouvez reprendre une vie normale. Et donc, en fait, 5 semaines et un jour plus tard, je repasse au bureau, puisque comme chaque entrepreneur, je me considère comme irremplaçable et indispensable. Donc, c'est les super pouvoirs de l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'après ce type d'accident, tu penses toujours que tu as des super pouvoirs et donc même pas peur. Je me considère comme indestructible parce que même la mort me tue pas. Ouais, donc, c'est ça. Même la mort ne veut pas de toi et en fait, donc tu peux survivre à tout. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Je vais continuer exactement et sur ces mantras du management, sky is the limit et donc en fait je vais passer énormément de temps à travailler pour pouvoir redevenir comme avant et le mi-août je vais rappeler le conseil d'administration en disant je reprends tous les mandats parce que c'est une société cotée donc j'avais été relevé de tout ça. D'un point de vue juridique c'est assez compliqué. Et en fait, en reprenant au bureau début septembre, la blague a duré 6 semaines. Le temps d'être rattrapé par une immense fatigue et de me propulser dans ce que j'avais jamais connu, une forme de dépression, à pleurer tous les matins la tête sous l'oreiller parce que quand tu es un entrepreneur, tu as des réponses pour tout le monde, tu as de l'énergie pour tout le monde, tout va bien, tu as toujours un taux de croissance incroyable. Sauf que là, jouer ce jeu de rôle, alors que je n'étais plus du tout capable, était pour moi devenu insupportable. Donc il a fallu que je retourne 3 semaines plus tard, parce que j'avais la chance d'être accompagné par une femme incroyable qui m'a fait accoucher de faut que je quitte tout parce que c'est pas bon pour la boîte, c'est pas bon pour moi et donc j'ai démissionné de tout quelques jours plus tard. Et ça c'est probablement la décision la plus dure que j'ai eu à prendre dans ma vie professionnelle parce que abandonner ta boîte que tu as créée, ta croissance, des salariés avec qui je travaillais depuis 20 ans, qui m'accompagnaient depuis Selfish et par une décision qui est pas la tienne en fait parce qu'elle s'impose à toi et que tu as juste plus le choix parce que tu craques. Tu sais c'est cette image du ski nautique. Quand tu fais du ski nautique, tu tombes, on lâche pas, on a l'impression qu'on va pouvoir se remettre debout mais tu te remets jamais debout. Ouais. Et donc en fait là d'un seul coup tu lâches et tu sais que tu peux plus aller plus loin. Et c'est un moment où en même temps je veux pas voir que j'ai des troubles de l'attention, j'ai des troubles de l'équilibre, je tombe dans le métro, je tombe dans la rue, je bégaye le soir, je suis incapable de suivre les conversations à 6 ou 7 avec les enfants qui vont dans tous les sens. Et donc je fais un truc incroyable, c'est de me dire j'ai mon agenda qui est libre, on va pouvoir redémarrer des projets, on va pouvoir repartir pour autre chose, plus cette boîte, mais quelque chose d'un peu plus équilibré. Et en fait, je retourne faire du vélo et là. Donc là, en fait, juste pour bien revenir l'histoire, donc tu quittes ton poste, ouais. Tu prends la décision difficile de te dire, en tout cas, cette intensité-là, je peux plus la vivre. Et au même moment, tu te dis, mais bon, je vais quand même continuer à vivre un peu normalement. Et là, tu te dis, je vais refaire un tour en vélo. Et je vais refaire un tour en vélo, je vais à Longchamp. Et il y a 3 vélos qui sont devant moi, qui tombent. Je suis tétanisé de froid, je peux pas les éviter. Je fais un soleil, je me fracture les 2 poignets. Et donc là, tu fais l'expérience de pas de bras. Donc c'est humiliant. Et c'est difficile pour ton image, ton ego. C'est à nouveau une dépression. C'est très difficile. Et la blague, elle continue même le 1er avril où ma femme m'emmène faire du ski. Et à la fin de la première journée, mon ski qui tape dans un caillou qui est sous la neige. Et là, heureux soleil. Et cette fois-ci, je me casse l'épaule gauche et la main droite.
Et tout ce que je voulais pas voir, en fait, on va me le mettre sous le nez aux invalides. Je vais faire des tests neurologiques, tests d'Alzheimer, qui est le MMS, qui sont des tests assez simples en réalité. Et je dis au professeur à quel moment on fait une rééducation sérieuse. Et il me dit, monsieur, c'est sérieux, vous n'avez que 26 sur 30. Il va falloir comprendre quelque chose, c'est qu'avant, il y a un avant, il y a un après. Vous ne serez plus jamais comme avant. Vous ne pourrez pas revenir comme avant. Il va falloir apprendre faire le deuil de vous-même. Voilà, et ça a été le choc pour me dire que toute cette vie d'avant que j'avais chérie et aimée, c'était fini et qu'il allait falloir accepter et passer à autre chose. Donc là, on est en plein ce qu'on appelle le choc de finitude. Tu prends conscience que on n'est pas invincible et qu'on n'est pas complètement à l'épreuve de toutes les balles. Donc là, tu viens de sortir un livre qui s'appelle 53 minutes survivre honnête. Donc on l'a dit, ton premier bouquin a été sur votre énergie inépuisable. Là, ton expérience de vie te met dans une autre dimension où tu prends conscience de ce qu'il faut changer dans ta vie, dans ton quotidien. Et donc, quels sont les messages en fait qui te viennent? Là, on est face à des gens qui nous écoutent, qui sont habitués à entendre des messages sur l'hypercroissance. On a tous en fait notre petite dose le matin sur LinkedIn avec des mantras je suis fort, avec ces vanity metrics sur la croissance du chiffre d'affaires, la croissance des levées de fonds. Les 10 dernières années ont été assez incroyables par rapport à ça. Et en même temps, on sent bien que l'humain doit être encore plus au cœur de cet écosystème. Donc, toi qui as vécu cet événement, qu'est-ce que tu en as retiré et qu'est-ce que tu veux nous faire passer comme message dans ce livre et dans ton expérience? En fait, symboliquement, j'ai perdu mon cœur. Et symboliquement, je mets dans le livre que je découvre en fait maintenant la puissance du management par le cœur, la puissance du cœur. Moi, je réfute pas du tout ma vie d'avant, je réfute pas du tout, comme certains le font, les vies pressées à 20 ans, 30 ans. Il faut avoir de l'ambition, il faut avoir envie de pousser les montagnes. Si on le fait pas à cet âge-là, on le fera jamais. Donc au contraire, allez-y, j'ai pas de problème avec ça. Et au contraire, je l'encourage. Mais à travers tout ce chemin, il a fallu que je réapprenne tout ce que j'avais appris. J'ai appris la notion du deuil, j'ai appris la relation au temps, apprendre à vivre dans l'instant et arrêter de tout le temps dans le futur. J'ai appris le contrôle de la vie, puisqu'on est tout puissant quand on est entrepreneur. On le fait d'ailleurs pour être libre, pour tout contrôler, et pas qu'il y ait un boss qui nous dise tu prends ta famille et puis tu vas vivre à tel endroit. Bah non, je voulais être... Et en fait, tu t'aperçois que tu contrôles pas complètement ta vie, voire tu contrôles rien du tout, si ce n'est l'écume des vagues, mais en tous les cas pas la vague sur laquelle tu es en train de surfer. J'ai compris aussi des sujets d'anciens, mais la mort, et qu'en fait ta projection de vie, c'est qu'à la fin il y a la mort, et quand tu as fait l'expérience du lit de mort, tu t'aperçois que sur ton lit de mort c'est le triomphe de l'amour. Tu penses à ta femme, tu penses à tes enfants, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à mes boîtes, j'ai pas pensé à mon IPO, j'ai pas pensé à mon capital, j'ai pas pensé à tout ça, et donc en fait ça relativise énormément et ça remet tout ça dans un cadre vraiment pragmatique, et tu passes du conceptuel à ta chair. Ça m'a touché dans la chair. Voilà. Et aujourd'hui, comme je le fais dans les conférences, dans les entreprises, etc., je cherche à témoigner pour justement éveiller les consciences et ouvrir les cœurs, et en fait révéler aussi que le cœur est hyper puissant et hyper performant. On cherche tous à construire dans la croissance des équipes. Une équipe, ça se construit pas avec le cerveau, ça se construit avec le cœur. Quand tu veux attirer des jeunes, on dit aujourd'hui les jeunes ils cherchent du sens, mais je pense pas qu'ils cherchent du sens, ils cherche du cœur. Et donc pour recruter des cœurs, il faut parler avec le cœur, et c'est pas du bullshit de plaquettes que tu peux rajouter ou tes petites notes sur Happy at Work. C'est la réalité de ce que tu es capable de communiquer. Et cette performance de recrutement se traduit dans tes équipes, cette performance aussi de fidélisation, parce que tu retiens les gens aussi avec le cœur. Et quand tu vois dans l'armée, par exemple dans la Légion, quand les gens quand ils montent au front et que tu es prêt à te prendre une balle pour ton pote qui est à côté, on n'a pas ça quand même dans la vie d'entreprise. On est prêt à plein de choses, mais pas en tout cas à prendre une balle. Tu le prends parce que c'est ton frère à côté, et c'est ton cœur qui parle. Donc en fait, le cœur est hyper puissant, mais on a été formé à être des cerveaux très performants dans des écoles qu'on a tous à peu près fait. La réalité, c'est qu'il n'y a pas d'école du cœur, et apprendre à faire confiance à son cœur et à écouter, je me suis aperçu que j'étais atrophié du cœur, et qu'en fait, c'est un facteur de performance incroyable. En préparant cet entretien, on réfléchissait justement à ces valeurs d'hypercroissance, et on se disait, on a à peu près le même âge, c'est vrai qu'on travaille tous dans une
tension permanente. On essaye tous d'être hyper performants. Tu me prenais l'exemple en fait des sportifs. Est-ce que tu peux redévelopper cette idée En fait, tu sais, dans toutes nos réunions d'entrepreneurs d'hypercroissance, à chaque fois, on invite des sportifs et on fait un parallèle en disant que nous aussi, on est des sportifs de haut niveau, etc. Sûrement, mais qu'est-ce qu'on fait pour être des vrais sportifs de haut niveau et des champions olympiques? Est-ce qu'on a un nutritionniste? Est-ce qu'on a un kiné? Est-ce qu'on a un entraîneur, un coach, etc. Certains en ont, bien sûr, mais la plupart n'en ont pas. Et aussi, s'adapter par rapport à son âge, parce qu'à un moment donné, un champion, ça prend sa retraite à 35 ans, en général, dans tous les sports, peut-être pas au golf, mais dans les autres, en tous les cas, on prend sa retraite et on découvre qu'à un moment donné, Zidane, effectivement, a été un héros sur le terrain, mais qu'aujourd'hui, d'être sur le banc, en train de coacher, de recruter, de former, sa valeur ajoutée, elle est là, et il cherche plus à être le héros à la place du héros, il est plus le numéro 10, mais en vente, il est une machine à fabriquer des numéros 10. Et donc, cette réflexion et cette analogie, moi, je pense qu'elle parle aussi parce que à 20 ou 30 ans, on est capable de faire des trucs incroyables. À 40 ans, le corps, il commence à crisper un peu. À 50 ans, clairement, ça passe pas. Et donc, quand je vois des copains qui ont mon âge et qui sont en train d'essayer de faire encore la compète avec des gamins de 25 ans dans leur cabinet d'avocat ou dans des belles maisons comme les tiennes, tu te dis, tout doux, les gars, parce que c'est plus vos forces. Vos forces, elles sont autre part. Vous avez l'expérience, vous avez un recul sur la vie, vous avez d'autres choses. Et c'est ça qu'il faut faire valoir. Il faut changer de paradigme. Mais il faut admettre, et ça, c'est un peu le cycle du deuil, parce qu'à un moment donné, reconnaître qu'on n'est plus un sportif de haut niveau, reconnaître qu'on n'a plus des performances. Moi, je fais plus du vélo et j'escalade plus le col de l'Iseran ou l'Alpe d'Huez comme je le faisais à 25 ans. Faut accepter. Et en ayant accepté, on est capable de voir d'autres choses et de passer à autre chose. Donc du coup, ça fait aussi pas mal en fait référence à ce que tu vis dans ton engagement auprès de cercles. Tu parlais du Galion, de Croissance Plus, où au sein de l'entrepreneuriat se développe de plus en plus de mentorat. Il y a l'IME aussi avec Dominique Restino, tous ces sujets-là. Là aussi, peut-être que dans la maturité de la French Tech, on a de plus en plus d'entrepreneurs qui passent à ce stade-là, mais tu as raison, en fait. À un moment donné, il faut prendre conscience de la finitude. C'est un peu ça l'idée. Ouais, là, j'ai la chance, tu vois, c'est amusant parce que maintenant, on vient me chercher, je rejoins sur des boards, justement, pour avoir un peu la position du sage. Alors, j'ai pas l'âge d'un sage, mais je suis devenu un peu sage parce qu'en fait, que ça soit fonds ou entrepreneur, tout le monde est le pied sur l'accélérateur. Mais moi, j'ai connu une hypercroissance, on a réussi, on a fait 100 millions de valos. La veille de mon accident, j'avais un capital de 18 millions d'euros. Mais en appuyant tous comme des malades sur l'accélérateur, on a tout détruit, quoi. Et on l'a pas vu venir. Et donc, en fait, créer de la valeur, c'est bien, mais la créer dans la durée et que ça soit sustainable, ça, c'est encore mieux, quoi. Et après, de la transmettre, c'est encore plus fort. Mais donc, avoir quelqu'un qui peut aider à ralentir ou à changer un peu de cadre et de se dire, là, c'est bien, mais il faut peut-être mieux avoir 3 points de croissance de moins cette année pour pouvoir en garantir sur les 5 prochaines années, c'est mieux. Et c'est ce que j'ai appris. Moi, que je voyais pas trop avant, c'était toujours plus, c'est toujours plus fort et toujours plus loin, quoi. Et dans cette notion de lâcher prise aussi, souvent, tu fais des conférences d'ailleurs sur le sujet à Croissance Plus. Je crois que tu avais animé une après-midi là-dessus. Est-ce qu'on n'est pas prisonnier de son propre entourage? Comment toi, tu as été un peu heurté et un peu obligé de prendre ce chemin? Mais justement, comment tu... Chez les Chinois, on dit la première mission de l'empereur, c'est d'aller bien. Moi, je crois que la première mission de l'entrepreneur, c'est d'aller bien. Parce que quand un entrepreneur va bien, il donne une chance à la boîte d'aller bien. Mais quand il va mal, tu es sûr et certain que la boîte va mal, quoi. Et en fait, aller bien, c'est donc la santé. C'est être en pleine santé. Mais il est où le capital santé dans le bilan de la boîte ? Toi qui audites des comptes. Ouais, donc on a le capital, maintenant, on a la RSE qui arrive. Donc peut-être que via le reporting extra-financier, sur la partie sociale, on va peut-être y arriver. On ne pose pas la question. Ouais. Parce que c'est la vie privée. Et pourtant, c'est constitutif intrinsèquement de la valorisation à la bourse. Sur le SPA, j'ai dû remplir 50 pages de gestion des risques, de tous les risques, même un Boeing A380 qui s'écrase sur les centres serveurs à la Défense. On fait quoi ? Il n'y en a pas un qui m'a posé la question sur ma santé. Pourtant, la destruction de valeur, elle est même supérieure au Boeing A380 qui s'écrase sur le data center. Donc, en fait, prendre conscience que le capital santé, il n'a pas sa place dans le bilan et dans le compte d'exploitation, mais en réalité, il est en filigrane partout. Et que la santé, ça se gère. Et donc, d'attirer l'attention des entrepreneurs sur leur santé,
parce qu'elle est facteur de création de valeur à court terme, mais surtout dans le long terme, dans le temps. Moi, aujourd'hui, j'essaye d'en parler parce que concrètement, j'ai tout perdu. Et donc là, tes perspectives, tu disais que tu interviens dans des boards, tu fais des conférences. Comment tu as recréé un quotidien? Comment tu as recréé une routine? On a beaucoup ce débat avec pas mal d'entrepreneurs qui, à un moment donné, passent une nouvelle étape. Et comment se recréer un quotidien? Comment tu as vécu? Alors par rapport à eux, j'ai quand même à prendre en compte ma santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, factuellement, j'ai pas quand même le feu vert pour travailler. D'abord parce que j'ai une fatigabilité de dingue. Si je travaille 8 heures, le lendemain, je dors. Et donc, je ne suis pas capable d'enquiller des journées comme les uns et les autres. Encore des problèmes à gérer mes émotions, gérer le stress. Je suis encore de l'orthophoniste toutes les semaines pour arriver à rééduquer. C'est-à-dire que le neurologique n'est pas complètement en place. Donc, pour le moment, j'accueille. J'essaye de pas m'engager sur trop longtemps parce que je peux pas prendre des missions, mais j'ai des choses à partager. Et en fait, ceux qui viennent me voir, qui prennent contact avec moi sur LinkedIn, avec qui ils veulent échanger, etc., j'ai plaisir à discuter. Quand tu as découvert qu'à la fin, tout au bout de la flèche, dans l'ultime moment de ta vie, c'est le triomphe de l'amour. En fait, c'est le triomphe des relations et j'aime beaucoup être en relation et de discuter avec les uns et les autres. Voilà, et donc c'est comme ça que se fait le quotidien aussi, avec des opportunités. Ma volonté triomphante d'entrepreneur, elle était aussi un peu brisée par tout ce que j'ai vécu, parce qu'en fait, j'ai en réalité, comme je te le disais, je contrôlais rien, donc ma volonté, elle est toute petite finalement par rapport à ce qu'est la fragilité. Quand on parle de lâcher prise, en fait, complètement, en fait, et de fragilité de la vie. Ouais. Tu contrôlais pas, quoi. En fait, on contrôle. Ce que tu dis, c'est contrôle pas grand-chose. Quand tu parles de la vague et peut-être l'écume, mais en fait, en réalité, c'est pas. Y a pas et en fait, tu sais, je cite un moment dans le livre, dans le match du Kremlin, quand les choses arrivent, tu sais même pas si elles sont bonnes ou elles sont mauvaises. Il y a 1 an et demi, tu m'as interviewé, je t'aurais dit que là, j'étais bien dans la merde et tout était mauvais. Et en fait, aujourd'hui, je te dis que ma vie d'avant, je l'adorais et que celle d'aujourd'hui, elle s'avère être encore plus merveilleuse, quoi. En fait, ce qui a changé, en t'écoutant, la relation au temps a beaucoup changé. D'ailleurs, c'est marrant, ce podcast dure 30 minutes. Et donc, on est très cadencé. Et en préparant, je t'ai un peu écouté et tu dis... la relation au temps aujourd'hui est différente. C'est-à-dire que tu prends plus le temps et le temps, c'est de la sérendipité, c'est de la capacité en fait à aller à la rencontre de l'autre et du coup à découvrir. C'est le temps d'écouter son cœur. En fait, quand tu as une relation, si tu es enfermé dans un échange de 30 minutes, tu sais pas à quel moment va sortir la pépite. Et donc, quand tu discutes avec quelqu'un, en plus, si tu as organisé ta journée par 30 minutes, au bout de 5-10 minutes avant la fin, tu es en train de basculer sur autre chose. Donc, c'est même pas 30 minutes, c'est en réalité, tu discutes que 20 minutes. Donc, tu laisses pas les pépites émerger. Et ça, je m'en suis aperçu maintenant en apprenant à vivre dans l'instant, parce qu'on m'a dit, maintenant, il faut que tu vives dans le présent, alors que moi, je vivais toujours dans le futur. Quand tu es entrepreneur, tu as le biais cognitif de chercher des merdes en permanence. Donc, c'est dans le futur et puis après où tu vis dans le passé pour faire un re-engineering de ce que tu as fait, mais rarement dans le présent ou dans l'instant. En tous les cas, ce qui était mon cas. Voilà. Et donc là, tu réalises ce que c'est que l'instant, tu réalises aussi ce qu'est l'axe du temps, parce qu'en fait, on t'a formaté à l'axe du temps. Avant, le temps était circulaire, mais l'axe du temps, c'est une flèche. Et il y a quoi au bout de la flèche? Et pourquoi je suis obligé d'avancer? Et d'ailleurs, pourquoi je suis obligé de courir? Tu réalises que c'est le Truman Show, ta vie. Moi, j'étais entrepreneur pour être libre. Et en fait, t'es déjà formaté dès la première année de maternelle par l'axe du temps, quoi. Ok, super. Donc, merci Nicolas pour cet échange. Donc, ton livre vient de sortir. Donc voilà, on a le plaisir de l'avoir physiquement. Je l'avais vu que sur LinkedIn. 53 minutes survivre et renaître. Quant à nos auditeurs, je vous propose de nous retrouver et de vous abonner à ce podcast. Merci beaucoup Nicolas de ta présence. Merci.